Territoire d'info, deuxième partie de cette émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision qui sont donc nos partenaires, les uns des radios, 130 radios territoriales et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu, vous êtes porte-parole du Rassemblement National et député du Nord. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et bonjour Pascal Jalabert du groupe EBRA pour l'Est républicain et le Républicain Lorrain. Et votre interview, Sébastien Chenu, sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. Tout de suite, on rentre dans l'actualité. Elle est tragique en Nouvelle-Zélande. 40 morts, on le sait maintenant. C'est l'œuvre d'un terroriste d'extrême droite. C'est officiel maintenant. Ça s'est passé ce sont des fusillades qui se sont passées dans 2 mosquées de Christchurch. Votre réaction là-dessus? On vient d'apprendre donc que c'était l'œuvre d'un terroriste d'extrême droite. Oui, d'abord, une pensée évidemment pour l'ensemble des victimes qui ont perdu la vie dans ce qu'on peut qualifier probablement d'attentat. Une condamnation évidemment très forte de cet attentat, d'où qu'il vienne. Moi, je ne fais pas le tri entre les gens qui attentent à la vie d'autrui, que ce monsieur soit d'extrême droite, d'extrême gauche ou de la planète Mars, ne fait pas de différence. Nous condamnons évidemment... C'est clairement un attentat anti-musulman donc, bien sûr. Mais nous condamnons cet attentat sans aucune ambiguïté. Merci Westfred. Alors on a retrouvé un texte que ce terroriste a publié juste avant l'attaque, un manifeste qui s'appelle Le Grand Remplacement et dans lequel il fait allusion à la situation en France en disant notamment qu'il a été frappé de voir que dans les villages il y avait beaucoup d'immigrés, beaucoup de musulmans. Est-ce qu'il dit vrai? Quelle réaction? C'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. Le fait que la France subisse une sorte de submersion migratoire depuis un certain nombre d'années est un autre débat. Si vous voulez, heureusement qu'on peut encore tenir un débat sur l'immigration sans avoir ce genre de conséquences de déséquilibrés qui vont saisir une arme pour tuer des immigrés. Moi, je n'ai rien contre les immigrés. Je m'attaque à la politique d'immigration qui est menée dans ce pays, immigrationniste dans ce pays depuis 30 ans. Donc, je n'ai rien contre les individus. Je m'attaque à une politique qui nous met les immigrés, les gens qui viennent en France, dans des situations de conflits permanents ou de difficultés économiques et sociales. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il y a un problème migratoire en France. Il y a une politique immigrationniste menée depuis des années que nous combattons. Nous proposons un autre chemin. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut savoir qui entre, qui sort, qui se maintient chez nous. Il ne faut pas évidemment que cela permette à des gens déséquilibrés de tirer des conséquences qui seraient celles d'éliminer de la terre physiquement les immigrés. Enfin, ça me semble absolument insupportable et hallucinant. Pascal Jalabert. Oui, alors changeons de sujet. Hier soir, Marine Le Pen était l'invitée d'une émission politique sur France 2. Elle nous a dit que le SMIC était à 36 €. Alors à combien le SMIC, Sébastien Chenu? Non, le SMIC, il est un petit peu moins de 1 500 €. D'ailleurs, c'est la même chose qu'en Allemagne. C'était pas le SMIC dont elle parlait. C'était le coût de la main-d'œuvre horaire. C'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre horaire, elle parlait de l'exemple, je crois, de la Bulgarie à 35 € et à 4,90 € et le nôtre à 36 € en France, c'est ça, je crois. Oui. C'était le coût de la main-d'œuvre horaire, c'était pas le coût du SMIC qu'elle a cité. Voilà. Alors au cours de cette émission, surprise ou semi-surprise, on a appris que Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, donc, était candidate aux européennes pour la liste macroniste. À l'instant, Édouard Philippe sur Europe 1 vient de dire que c'était une bonne nouvelle. Pour vous, c'est une bonne nouvelle aussi? Vous êtes content? Marine Le Pen, hier, a dit c'est une techno, c'est super. Moi, je suis très heureux de cette candidature de Nathalie Loiseau. J'en suis, c'est vrai, particulièrement satisfait parce que j'ai découvert, comme beaucoup, Madame Loiseau dans les médias hier. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a une marge de progression. Ce qui me permettra de rester élégant quant au jugement que j'ai pu porter sur sa prestation. On a vu une ministre très formatée, récitant des éléments de langage auxquels, j'espère, elle croit un peu quand même, mais qui, en tous les cas... Elle connaît ses dossiers. Elle récite des éléments de langage. Elle n'a pas une vision politique. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui manque avec l'Union européenne. C'est d'abord une vision politique de cette Union européenne, une vision dans l'intérêt des peuples. Bon, elle a une vision de techno, comptable. Elle est très appréciée en Europe, vous le savez. Elle est peut-être très appréciée en Europe par les gens qui défendent la même chose. Moi, je ne suis pas sûr que, par exemple, M. Salvini la trouve exceptionnelle. Les Britanniques l'apprécient beaucoup, notamment. Madame Loiseau est une techno, mais ce n'est pas, et on l'a vu hier, une politique. On ne rentre pas
dans le costume d'un leader politique aussi facilement que ça, et surtout pas, je le crois, dans une fin d'émission en feignant la spontanéité d'une annonce qui était organisée. Tout ça était pas très spontané, c'est le moins qu'on puisse dire, et avait un côté un peu pathétique. Je crois qu'on se souviendra avec le sourire de cette première prestation télévisée de Mme Loiseau. Pascal Jalabert. Oui, on voit bien avec le Brexit que c'est quand même pas si facile que ça de sortir de l'Europe, de faire une Europe des nations. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Européens et aux Britanniques ? Et plusieurs choses. Sur le Brexit, quel est l'état des lieux ? Il y a une volonté politique des Britanniques de sortir. Cette volonté politique, elle s'est exprimée et elle aboutira. À partir du moment où elle s'est exprimée et que c'est la mission qu'a Theresa May, ils veulent sortir de l'Union européenne, ils en sortiront. Ce sont les modalités pratiques qui aujourd'hui sont difficiles. Mais ça pose question sur l'Union européenne. Une Union européenne qui n'a jamais imaginé qu'un pays puisse vouloir sortir, quelles qu'en soient les raisons historiques, économiques, sociales de l'Union européenne pourraient amener d'autres pays un jour à faire ce choix. Et bien que l'Union européenne, ceux qui l'ont pensé, ceux qui la conduisent et ceux qui l'obligent, eh bien n'aient jamais imaginé qu'on puisse vouloir en sortir, est un problème. Quand on dit qu'elle est carcérale, on en a là l'exemple vraiment patent. Oui, l'Union européenne est une Union européenne carcérale, on ne peut pas en sortir, quand bien même les peuples le décident d'eux-mêmes. Là, les députés britanniques ont demandé un report, ont voté pour le report. Est-ce que le Conseil européen doit l'accorder et pour quelle durée ? Oui, moi je crois qu'il faut que le Conseil européen l'accorde. On sait que ça amène quelques difficultés techniques d'ailleurs dans la perspective des élections européennes avec les sièges des députés britanniques. Je pense qu'il faut l'accorder. Pourquoi ? Mais combien ? Un mois, 2 mois, 3 parle de mois ? C'est aux Britanniques de le négocier. Sincèrement, je ne vais pas vous dire s'il faut 1 mois ou 2. Je pense que ce qu'il faut permettre, c'est qu'il y ait un deal efficace entre l'Union européenne et les Britanniques sur la sortie. Et redonner 1 mois ou 2 mois, sincèrement, ça n'est pas très grave. J'avais entendu Pierre Moscovici être très péremptoire en disant il n'y aura pas de délai. Il y aura forcément un délai, parce que c'est dans l'intérêt de chacun. Mais à vouloir essayer d'affoler les populations, à faire peur, tout ça va se passer très mal. Nous allons bomber le torse, nous les commissaires européens, nous disant qu'il n'y a pas de délai, etc. Ils donneront un délai. Parce qu'ils souhaitent que ça se passe bien, en tout cas je l'espère, parce qu'ils ont besoin que ça se passe bien et que les Britanniques en ont besoin aussi. Donc c'est pas la peine d'essayer de bomber le torse en disant tout ça se passera très mal. On a compris pourquoi c'était. C'est dans 15 jours. Non mais c'est pour essayer de dégoûter des pays, donc il y aura un prolongement, donc il y aura un délai. C'est pour essayer de dégoûter des pays qui un jour auraient la même volonté, les mêmes velléités de sortie, de dire regardez comme c'est difficile, regardez dans quoi on les entraîne. Non, il y aura évidemment un délai et ce délai il est nécessaire et moi je l'appelle de mes voeux. Les discussions au Parlement britannique, on les voit souvent, on a vu des images avant que vous arriviez sur ce plateau de ces discussions, qui sont vives, mais en même temps extrêmement démocratiques. C'est quelque chose que vous trouvez qui manque à l'Assemblée nationale en France ou pas ? Discussion de fond. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis l'arrivée des 310 députés de La République En Marche, les discussions de fond existent assez peu. On a en fait, en tout cas les discussions qui sont liées à la vision de notre pays dans son avenir. On a des lobbyistes de leur vie passée. Les députés En Marche, en fait, ce sont les lobbyistes de leur vie passée, quand ils ne sont pas d'ailleurs les lobbyistes d'intérêt présent. C'est-à-dire qu'en fait, le député En Marche qui est médecin ne défendra jamais d'autre chose que l'intérêt des médecins. Et ça ne fait pas l'intérêt général. Et ça ne fait pas l'intérêt national. Donc on a des gens qui ne font pas de politique, qui ne défendent pas des convictions, mais qui défendent des intérêts, ce qui n'est évidemment pas le rôle d'un dirigeant politique. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national et de invité politique aujourd'hui dans le Territoire d'Info. Fin officielle aujourd'hui du grand débat, fin de l'acte 1 en tout cas, mais acte 2 possible, 3, 4 à prévoir. Sébastien Chenu, est-ce que vous allez participer à la suite au fond ? Moi j'ai déjà participé à la première partie. J'ai fait. Est-ce que la suite vous intéresse ? De grands débats. Tout m'intéresse. J'ai fait 2 grands débats dans ma circonscription, à Douchy-les-Mines et à Écaudin, et je pense que les remontées que j'ai remises au Premier ministre directement vont évidemment probablement ne pas être exactement conformes à ce qu'il a entendu dans les débats très préparés que La République En Marche a organisés dans les régions. La suite. Moi je crois qu'il y a un message qu'on entend, et ce message, si le gouvernement en fait semblant de ne pas le comprendre, il passe à côté de quelque chose. Les Français disent très clairement, nous ne voulons pas
que notre pays soit géré comme une entreprise. Ils veulent des services publics de qualité, ils veulent une représentativité, une connexion des politiques à leur territoire, ils veulent un pouvoir d'achat, ils veulent des réponses sur l'aménagement du territoire, ils ne veulent pas que la France soit gérée comme une entreprise. C'est quand même une pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron, parce que lui qui a construit tout son programme sur la Startup Nation, la libération des énergies, enfin tout ce blabla complètement ridicule, cette novlangue qui n'apporte aucun résultat, il est mis en échec. Les Français lui disent « Merci, monsieur, nous avons vu, nous avons payé pour voir, c'est le moins qu'on puisse dire, nous avons été taxés pour voir, et nous ne voulons pas de votre Startup Nation. » Pascal, peut-être ? Oui, juste une question. Vous avez dit qu'ils veulent plus de services publics, mais ils veulent moins d'impôts. Alors comment on fait ? Ah ben, on dirige les dépenses autrement. C'est la seule recette possible. Dans un pays qui a une dépense... Qu'est-ce qu'on supprime ? L'armée Non, mais il police, ne s'agit pas de supprimer des choses. Il s'agit de répartir différemment les recettes. D'abord d'aller les chercher. L'évasion fiscale, la fraude sociale, le coût de l'immigration sont des océans de recettes sur lesquelles notre pays pourrait faire des efforts et pourrait donc ramasser un certain nombre de dividendes qui permettraient de mener des politiques publiques. Voilà comment et les services publics. Concrètement, Sébastien Chenu, aujourd'hui, vous dites qu'il faut réduire quel service public ? Je vous donne un exemple. Par exemple, dans les collectivités locales, ça suffit. Les régions nous prouvent qu'elles ne sont pas un échelon pertinent. Moi, je crois que l'échelon régional n'est pas pertinent. Ce qui on est pertinent, supprime les 13 régions. Mais je pense que administrative, on ne les supprime pas de notre histoire, ça, géographiquement. Je crois que c'était la réforme qui a été portée, la dernière réforme qui a été portée sur les élections régionales, nous a montré qu'elles étaient encore bien vivantes, malgré justement cet aspect administratif. Non, l'échelon qui correspond le mieux, c'est la commune, et le département, en réalité, commune et département, parce que souvent les cantons sont liés aux villes, il y a le même canton sur la même ville parfois, et dans le secteur rural, c'est vous entendez vraiment sur les ronds-points, les gens vous dire il faut supprimer la région ? Ah bah oui, et en tout cas ils nous disent qu'il y a trop d'échelons. Mais moi ce que j'entends, c'est qu'il faut d'autres solidarités entre les collectivités. On ne peut pas avoir des métropoles gavées de fric, gavées d'équipements culturels, transport, de santé, etc. Et d'avoir de l'autre côté une France qui s'écroule. On a fermé 2/3 des maternités dans ce pays en 30 ans. On n'a pas eu une réduction, Dieu merci, des 2/3 de la natalité dans ce pays. Donc par conséquent, on a d'un côté une France qui souffre et qui dit « nous sommes taxés. Quand nous sommes à la pompe à essence, quel que soit notre salaire, on paye le même prix que tout le monde et on a de moins en moins, on voit notre maternité fermée. Peut-être demain, avec le très inquiétant plan santé de Madame Buzyn, on verra des hôpitaux de proximité fermés ou être vidés. Et de l'autre côté, on a des métropoles qui sont gavées. Moi, je pense que ces métropoles qui aiment tant la mondialisation heureuse, eh bien, il faut les mettre davantage à contribution. Il faut aller chercher l'argent là où il est aussi. Pascal Jalabert. Vous avez parlé des carburants, donc on est à 4 mois de gilets jaunes. Très clairement, ça s'essouffle. Alors vous leur dites stop maintenant ? Mais je crois que les Gilets jaunes sont dans une démarche qui est de faire entendre des revendications qui ne sont pas perçus par le gouvernement. Ils défileront encore samedi, encore ce week-end, encore demain. Nous avons toujours dit, les Gilets jaunes font exactement ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on nous aurait reproché de tentative de récupération si on avait dit l'inverse. Donc les Gilets jaunes font ce qu'ils veulent, mais s'ils sont encore dans la rue, force est de constater, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est que ce grand débat qui était quand même né sur des problématiques de pouvoir d'achat va aboutir à des solutions de la République en marche qui sont plus de taxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se démènent les uns et les autres. Enfin, je sors de débats parlementaires toute la semaine où vous entendez les députés de la République en marche, espèce de concours l'épine permanent des mauvaises idées pour savoir comment on va pouvoir faire les poches de ces Français qui en ont ras-le-bol de leur gouvernement. Donc, et même chose sur la représentativité. Les Français demandent plus de proximité et on va terminer peut-être avec finalement des circonscriptions à 250 000 habitants et une proportionnelle à 15%. Donc il ne faut pas réduire le nombre de députés. Ça n'est pas sérieux. Il faut la proportionnelle. Pour réduire le nombre de députés auxquels je suis favorable, il faut en contrepartie mettre la proportionnelle intégrale. C'est le seul moyen que les Français se sentent politiquement et justement représentés. Pardon, une parenthèse, mais la presse People a mis Christophe Castaner en une de ses journaux. Est-ce que vous dites, c'était un samedi soir en discothèque, est-ce que vous dites que c'est un sujet de vie privée, on n'en parle pas? Ou est-ce que, comme certains policiers, vous dites c'est pas très convenable d'avoir le premier flic de France en discothèque un jour où le maintien de l'ordre est un sujet, quoi? Je dis deux choses, ou plutôt je vais en dire une troisième. Je trouve que en faire une mousse politique n'apporte rien. Moi, je juge M. Castaner à son inaction, à sa nullité.
pas à ce qu'il fait de ses soirées. C'est une nullité. Oui, c'est un ministre de l'Intérieur nul. Enfin, quand on voit comment il gère, Il y a eu quand on voit aucun comment il gère, non, mais enfin, écoutez, on peut faire la liste des blessés. Quand on voit la façon dont les manifestations sont gérées, oui, c'est un ministre de l'Intérieur nul. Quand on voit la façon dont l'immigration est gérée, oui, c'est un ministre de l'Intérieur nul. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit donc concentré sur sa mission. Alors évidemment, cet article de la presse People nous montre un ministre de l'Intérieur qui n'est pas complètement concentré sur sa mission, on va dire, qui est concentré sur d'autres aspects de sa vie. Mais ça le regarde. Moi, j'attends de Christophe Castaner, un ministre mobilisé sur la défense des Français, un ministre mobilisé sur la protection des Français. Ça pose des questions sur sa protection à lui, probablement aussi. Mais ça, je vais dire, c'est son problème. Moi, je le juge à son action publique, pas à son action privée. Pascal Jalabert. Oui, aujourd'hui et demain, il y a d'autres manifestations. Ce sont les marches pour le climat, avec les lycéens qui cet après-midi vont pas aller dans les classes. Vous les soutenez ? Écoutez, moi je trouve ces marches pour le climat un peu bizarres. D'abord, la France n'est pas un si mauvais élève que ça sur le climat. Non, par rapport à des grandes puissances, comme les États-Unis, comme la Chine, etc. Sincèrement, on peut battre notre coulpe, encore dire les Français sont des nuls en matière de transition écologique, etc. Ce n'est pas la réalité. Notre pays est plutôt exemplaire. Donc ces manifestations, elles feraient mieux de se tourner vers quelque chose qui, à mon avis, est la clé de voûte de tout ça. C'est le système économique lui-même qui amène à ce type de résultat. Tant qu'on ne changera pas la matrice économique, tant qu'on ne changera pas les équilibres, évidemment, on ne s'attaquera pas à la problématique de fond. Tant qu'on fera importer des produits très loin à pas cher pour les manger et qu'on ne privilégiera pas le localisme, alors on pourra toujours défiler, ça ne servira à rien. Sébastien Chenu, une question locale, j'allais dire. Vous êtes député du Nord. On dit que Xavier Bertrand réussit plutôt bien son parcours de président de région, la région Hauts-de-France. Vous le dites, en tous les cas. Ça se dit beaucoup, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Oui, la presse, on le considère comme proche des gens, bien classé dans les sondages en tout cas, populaire à droite. Ça vous interpelle ou pas quand même que ce positionnement régional fonctionne, que les Français le comprennent? Moi, je ne pense pas que ça fonctionne. Xavier Bertrand fait des moulinets, brasse du vent, fait de la communication, est soutenu par la presse. Évidemment, la Voix du Nord, quand vous avez la Voix du Nord comme presse régionale, pardonnez-moi en tous les cas. Non, mais n'attaquons pas les journaux. Non, mais si. Quand vous avez un journal qui fait sa une contre Marine Le Pen tous les 2 jours pendant la campagne régionale, évidemment, vous ne trouvez aucun mérite au président non, de mais France. je pense qu'il est passé à côté. Je pense qu'il s'était engagé à créer 60 000 emplois avec son dispositif Proche Emploi. Ça ne marche pas. Il en a créé 2000 et plutôt des formations que des emplois. C'est un de vos anciens amis. Vous étiez tous les deux membres du parti gaulliste. Mais j'ai du respect pour l'individu, etc. Je pense qu'il est passé à côté. Je pense qu'il brasse du vent, qu'il fait des moulinets. Et pour masquer ses échecs, il fait de la communication. Ça rappelle un peu le président Macron. Merci Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, député du Nord, d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Marcelo Westfred. Merci Pascal Jalabert pour le groupe EBRA. On passe au débrief de l'actualité avec Michel Richard et Olivier Auguste dans un instant. À tout de suite. Voilà, Sébastien Chenu quitte ce plateau, porte-parole du Rassemblement national, et font leurs entrées. Michel Richard, comme je le disais, éditorialiste au Point. Bonjour Michel. Bonjour, merci Cyril. d'être là. Et Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'Opinion. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci d'être là Olivier. On démarre tout de suite avec ces nombreuses victimes, 40 morts dans ces fusillades dans des mosquées en Nouvelle-Zélande. Michel Richard, c'est un attentat anti-musulman. Clairement, c'est l'œuvre d'un terroriste d'extrême droite. C'est officiel maintenant. En Nouvelle-Zélande, aux confins du monde pour nous en tout cas. Oui, les extrémistes, les radicalistes, les racistes, les sont du monde. Leur domaine, c'est le monde. Et prenant exemple de ce qui se passe en France, en disant voilà, c'est l'expérience française qui fait que je fais cet acte terroriste. Il y a trop de non-français au fond. Oui, hein, oui, tout le monde se sert de tout le monde. Alors, avec des éléments factuels plus ou moins frelatés, plus ou moins exagérés, plus ou moins outrés. Mais voilà, effectivement, ce qui est impressionnant, c'est non seulement la lourdeur du bilan, on en est à 40 morts, une vingtaine de blessés, c'est donc pas rien, mais c'est évidemment le fait, cette référence à la France, et qui accrédite, Sébastien Chenu vient de dire, la submersion. Voilà. Quelle submersion. Il parle de submersion migratoire, notre invité politique. Oui, qui vient de quitter quelle le plateau, submersion. depuis des années, dit-il. Et il dit que c'est la politique immigrationniste des gouvernements qui se sont succédés qui font qu'on en est là aujourd'hui. Oui, alors évidemment, quand on regarde les faits, on peut toujours trouver qu'il y a trop d'immigrés venus en France. Mais quand on regarde les chiffres,
on s'aperçoit que la submersion est largement fantasmatique, que la politique immigrationniste, si les mots ont un sens, ça veut dire que le gouvernement fait tout pour attirer en France des immigrés. Nous savons tous que non. Au contraire, il fait en sorte que les immigrés économiques, je dis bien, soient le plus possible contenus, à la différence des réfugiés politiques dont il est convenu que c'est le devoir de la France de les accueillir parce qu'ils sont menacés de mort ou d'emprisonnement dans leur propre pays. Mais l'immigration économique, tout est fait pour la contenir, au contraire. Alors parler de politique immigrationniste, bon, c'est le jeu du Rassemblement national, mais dans les faits, je pense que c'est difficilement soutenable. On apprend que la Nouvelle-Zélande donc relève son niveau de sécurité au maximum, là, à l'instant, on vient d'apprendre ça. Olivier Auguste, politique immigrationniste. Non, mais je crois qu'il faudrait, mais je crains qu'on ait du mal à le faire. Ce plateau vient de dénoncer cette politique. Oui, alors ça, c'est un débat national qu'on peut avoir, qu'on a régulièrement, et notamment de la part des membres du Rassemblement national, mais il faudrait qu'on essaye de s'abstenir d'écouter les justifications de personnes qui commettent des attentats et qui sont capables de sang-froid d'aller tuer une quarantaine de personnes. Enfin, cette fois, c'est pas justifié au nom de trop d'immigration. D'autres fois, en France, c'était justifié au nom d'Allah. Mais c'est injustifiable, point barre. On devrait essayer de s'abstenir de rentrer dans ces justifications qui ne peuvent pas en être. On passe au Brexit, si vous le voulez bien, qui occupe l'actualité, qui a occupé l'actualité toute cette semaine avec les députés britanniques qui votent massivement contre un second référendum. D'abord, c'est quand même important. Ils veulent confirmer donc ce que le peuple britannique avait souhaité. Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs, Michel Richard? La question ce matin, après toute cette semaine de rebondissement. Voilà, alors maintenant on repousse à 1 mois, 2 mois, 3 mois la décision qu'ils doivent prendre. Franchement, on est dans un scénario de dingue, littéralement de dingue. Donc récapitulons, les parlementaires britanniques ne veulent pas d'une sortie avec accord, ils ne veulent pas d'une sortie sans accord, et ils ne veulent pas de référendum. Donc c'est le nonsense à la britannique. Voilà, absolument. Et donc on va pour un report, mais pas n'importe quel report. Un petit report, pourquoi pas? C'est en tout cas ce que dira l'Union européenne en disant on veut bien vous accorder un report à condition qu'il soit justifié. Un grand report, vous voyez les problèmes que ça poserait. Il faudrait du coup que les Britanniques participent aux élections européennes. Dingue, ils quittent l'Union européenne et il faudrait qu'ils organisent ce dont ils sont d'ailleurs incapables de faire dans les délais. Oui, Auguste. Oui, et puis surtout, à l'issue de ce report, qu'il soit de 3 mois ou de 3 ans, est-ce qu'on aura avancé? Est-ce qu'on aura une solution? Est-ce que les Britanniques sauront vraiment ce qu'ils veulent? C'est la fin de la situation ou pas? On la voit pendant que vous parlez, Theresa May. Theresa May, c'est une femme qui fait des paris sans arrêt. Et là, donc, elle parie que... en allant toujours plus loin, en laissant approcher la date fatidique du 29 mars sans solution, il finira par s'en dégager une parce que les uns les autres qui ont des positions contradictoires finiront par se rallier à son plan qui serait une espèce de plus petit dénominateur commun. C'est un gros pari, il n'est pas encore perdu, il n'est pas non plus gagné, loin de là. Elle mise là-dessus parce qu'effectivement, dans ceux qui refusent son plan, une partie d'entre eux le refusent parce qu'ils ne veulent pas d'accord du tout, ils préféreraient une sortie franche, un no deal, un hard Brexit, et puis d'autres voudraient un accord mais plus élaboré que celui-là. Bon, ça fait une majorité contre, mais ça fait pas une majorité pour un projet, et encore une fois, même si on reporte, est-ce qu'on trouvera cette majorité pour un projet? Est-ce que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas dans les deux camps, au fond, des gens opposés à leur camp sur ce sujet? Naturellement. Et que donc il n'y a pas de solution ni dans l'opposition, je vais dire, ni dans la majorité. On a cessé de jouer. Écoutez, d'ailleurs, les vainqueurs de ce référendum, les Brexiteurs, ils se sont tout de suite carapatés. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir que Theresa May était pour le Remain, était pour le maintien de la Grande-Bretagne. Elle était ministre de David Cameron, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi tout le monde joue un peu à contre-jeu, et en effet, personne ne peut se retrouver dans cet accord. Maintenant, quant à dire ce que disait notre invité de ce matin, M. Chenu, que l'Union européenne est une union carcérale,
là encore, écoutez, c'est une blague. Qu'il y ait des difficultés pour en sortir ne montre pas que simplement c'est une prison avec des clés. Ça montre simplement que quand vous avez 40 ans de coopération, de collaboration européenne, avec des milliers de textes, de lois, d'accords communautaires, etc., oui, c'est difficile de s'en dépêtrer. C'est pas carcéral, c'est simplement la preuve que l'Union européenne, c'est quelque chose de très solide. En deux mots, juste un élément d'explication de politique intérieure britannique qu'on perçoit peut-être pas beaucoup d'ici. Il y a effectivement les deux camps, conservateurs et travaillistes, divisés. Il y a aussi le fait que Jeremy Corbyn représente une gauche dure qui fait, je crois, vraiment peur à toute une partie de l'opposition. Voilà, leader de l'opposition. Et en d'autres circonstances peut-être, avec un parti travailliste peut-être plus à la Tony Blair. Plus de centre-gauche, vous voulez dire. Voilà. Une partie des conservateurs aurait probablement été tentée de faire alliance avec cette frange-là du parti travailliste pour trouver une solution. Là, ils ne veulent pas parce qu'ils craignent par-dessus tout que Corbyn arrive au pouvoir et représente une gauche assez radicale dont ils ne veulent pas entendre parler. Juste un mot, il reste quelques secondes sur le climat, là, ces mouvements mondiaux qui ont pris énormément d'essor sur le climat. Olivier Auguste rapidement, puis Michel Richard très vite derrière. C'est la jeunesse, au fond, qui a pris fait et cause pour ça, quoi. Oui, c'est assez spontané, et puis on sait que c'est des questions environnementales, la jeunesse y est toujours sensible. Après, sur quelles actions concrètes ça débouche, sur quelles propositions voilà, il y a de l'émotion dans tout ça, il faut parfois en avoir, ça peut être nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de solutions construites derrière. Oui, écoutez, moi je ne veux pas être démagogue et courir après la jeunesse, mais je trouve ce mouvement franchement très enthousiasmant, très tonique, très sympathique, et j'ajoute utile. Car franchement, c'est vrai qu'il n'est pas. Il est temps de se bouger sur ce terrain-là. De ce point de vue-là, je les approuve. Merci Michel Richard, éditorialiste au Point. On avait Étienne Vernel dans la première partie de l'émission, PDG du Point depuis Nice, en duplex et en direct. Merci Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'Opinion, de nous avoir éclairé sur cette actualité. On regarde ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin et puis hier soir dans les journaux télévisés. A tout de suite. Localisé à 300 km de La Rochelle, les deux nappes d'hydrocarbures se déplacent à une vitesse de 35 km par jour vers les côtes françaises. Tous les coûts seront à la charge de l'armateur et de ses assureurs. C'est la règle, nous y veillons. L'armateur est mis en demeure de conduire un certain nombre d'actions. Il l'a d'ailleurs fait dans certains domaines. Il faut une réglementation qui empêche cet alignement vers le bas du prix du transport maritime parce qu'il se fait toujours aux dépens de la sécurité. La seconde chose, c'est que l'espace maritime, l'océan, doit être considéré comme un bien commun de l'humanité. Quand il s'agit de sécurité, les normes sont trop faibles. Les normes sont trop faibles parce que les organisations qui définissent ces normes sont trustées par tous les pavillons de complaisance qui n'ont évidemment aucun intérêt à ce qu'on renforce la sécurité. Les uns et les autres, on a tenté de faire de ces années des années utiles et pour finir, ça a été des années inutiles ou futiles. Bon. Maintenant, on est dans une situation, dans un moment de complexité absolue parce qu'on a tout sur la table, sauf une chose, le temps. On n'a plus le temps. 4 associations attaquent l'État en justice pour ne pas avoir respecté ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Malgré notre intelligence qui n'a jamais été mise en défaut, on va être comme des crétins et on sera là et on subira les conséquences. Et les conséquences, elles seront comme d'habitude beaucoup plus brutales, beaucoup plus violentes pour les personnes les plus vulnérables. Je m'étonne que Nicolas Hulot signe cette assignation. Parce qu'il n'y a pas que les politiques qui doivent rendre des comptes. Il y a ceux aussi qui ont exercé des responsabilités politiques. C'est son cas, il était ministre de l'Environnement. Donc il a un bilan quand même à présenter. C'est très bien qu'il y ait cette pression pour le climat. On est tous d'accord avec ça. Mais aller en justice, non, ça je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je pense que c'est plutôt un moyen politique pour exister dans les médias, pour faire pression. Par exemple, il a redonné, vous entendez, c'est quand même extravagant, c'est-à-dire c'était contraire à l'accord de Paris, il a redonné des autorisations de recherche de pétrole, de recherche d'hydrocarbures sur le territoire français. La question climatique n'est pas à l'agenda de l'action du gouvernement français, c'est regrettable, mais il ne met ses pas dans les pas de ses prédécesseurs. L'État n'est pas à la hauteur, alors qu'il a une responsabilité, il a une nécessité d'action. Pas les tenants et les aboutissants, d'ailleurs, je pense qu'elle ne mènera pas
je pense, à un débouché judiciaire. C'est pas là que ça se joue d'ailleurs. Moi, j'achète pas cet esprit, si je puis dire. Ce grand débat, c'était un grand blabla. On a fait parler les gens. C'est pour ça que je vous disais 1789 sans révolution, c'est-à-dire sans aucune décision concrète d'ailleurs. Tout va continuer comme avant. Et tout continuera comme avant, parce qu'en réalité, M. Macron continuera d'obéir à ses maîtres, qui sont ceux de la finance, qui sont ceux de la banque et qui sont ceux donc de l'Union européenne. Voilà, Zapatin, on le retrouve tout à l'heure. Fin de troisième partie d'émission. Tout de suite, c'est Territoire Sénat, on s'y retrouve. Bonjour à ceux qui nous rejoignent.